Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Bieber left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Salut à tous et bienvenue pour le retour de l'émission podcast de Touchdown Actu. Une actualité, un rendez-vous quasiment quotidien, j'allais dire hebdomadaire, mais en ce moment ça va s'accélérer de plus en plus avec notamment le début des previews, position par position, en tout cas secteur par secteur. Et on va s'intéresser notamment au cours de cette semaine au backfield offensif et bien entendu, comme souvent, honneur aux stars offensives que sont les quarterbacks. Et vous savez qu'il y en a moult au cours de cette QV 2021. Pour en parler avec moi dans cette émission, Jean-Michel Boujard est avec moi. Salut Jean-Mi. Salut Grégory, salut Victor, bonjour tout le monde. Et bonjour donc à Victor Roulier. Salut Victor. Bonjour à tous. Victor qui nous fait la gentillesse de nouveau d'être à la technique, donc on le remercie chaleureusement puisqu'il y a des bras cassés qui ne savent pas s'en occuper et je ne citerai pas de nom. On va donc aborder dès à présent donc, le haut du panier sur ces postes de quarterback, le retour des valeurs sûres, même si ça reste un petit peu compliqué sorti du haut du panier, on en parlera tout à l'heure, les énigmes, les pépites, le schéma habituel que vous retrouvez année après année dans cette dernière ligne droite qui nous amène à la draft 2021 prévue à la fin du mois d'avril. C'est parti donc pour les têtes d'affiche. Okay, here we go. With the first pick in the 2020 draft, the Cincinnati Bengals select Joe Burrow, quarterback, LSU. Les têtes d'affiche, donc, on va découper en deux pôles de 3 messieurs, en commençant notamment par le trio de tête, un trio dont on avait parlé notamment dans le top 15 d'il y a quelques jours, Victor, en compagnie d'Alexandre Locke. Donc, je vous invite notamment à aller jeter une oreille là-dessus. Les quarterbacks, on en avait parlé également, en tout cas les têtes d'affiche. En l'occurrence, donc dans ce trio, Trevor Lawrence, quarterback de Clemson, Zach Wilson, quarterback de BYU, et Justin Fields, quarterback d'Ohio State, messieurs. On avait donc notamment, on les avait également évoqués par le biais de la rubrique Tu préfères. On va aborder ça d'un œil un petit peu différent. Je vais juste en profiter tout d'abord pour rappeler les stats importantes. Pour ceux qui ne les auraient pas, donc Trevor Lawrence, 2m01 pour 100 kg en 2020 à la tête de Clemson, c'est 3153 yards à la passe, 24 touchdowns, 5 interceptions. Zach Wilson avec BYU, c'est 1m92 pour 95 kg, 3692 yards, 33 touchdowns et 3 interceptions. Justin Fields, 1m92 pour 101 kg, c'est 2100 yards, 22 touchdowns et 6 interceptions. Ils ont tous joué donc en 2020, on le rappelle, même si le calendrier notamment d'Ohio State et de Justin Fields était un poil plus léger, ce qui peut expliquer la différence notamment numérique. Mais je vais vous proposer un petit jeu, messieurs, si vous le voulez bien. On va faire un petit exercice de comparaison en vous positionnant justement dans la peau d'un general manager, savoir qui aurait vos préférences sur certains points précis. Pour éventuellement identifier les forces et les faiblesses des uns et des autres. Alors messieurs, si je vous demande notamment si vous deviez analyser le meilleur bras au niveau de ce trio de quarterback, vers qui irait votre préférence ? Allons-y, je vais y aller en premier. Je vais parler de Zach Wilson. Qui pour moi est le meilleur bras des trois. Je pense les trois globalement ont un bras largement suffisant pour la NFL. On n'a clairement pas de joueur qui a une faiblesse à ce niveau-là. Zach Wilson m'a vraiment impressionné cette année sur les lancers profonds et surtout lorsqu'il a un équilibre un peu précaire. C'est lorsqu'il doit sortir de la poche, lorsqu'il doit lancer en courant, ce genre de choses. Là, il a vraiment fait la différence. Et s'il se retrouve dans des équipes qui ont une ligne offensive peut-être un peu difficile, au moins la première année ou les 2 premières années, et qu'il y a besoin d'un quarterback qui, on va dire, est imaginatif, est en jeu, Zach Wilson sera la bonne personne. Et comme il est capable de faire les lancers dans ces positions-là, je pense que c'est quand même un de ses gros points forts.
Jean-Michel, ton Ouais. point de vue? Ouais, je rejoins ce que dit Victor sur Zach Wilson. Vous n'avez pas besoin étayez pas forcément. Encore une fois, il va y avoir plusieurs listes. Hein, donc voilà, si Zach Wilson, du coup, tu rejoins globalement Victor là-dessus, Jean-Michel? Alors, je le rejoins sur ce qu'il a dit, sur Zach Wilson. Après, moi, si tu me parles de meilleur bras, j'entends pas seulement le bras le plus puissant, ou pas seulement pour les dips, tu vois. Et donc, pour moi, le meilleur bras, c'est Trevor Lawrence. Parce qu'il peut faire le court, l'intermédiaire, le long, il peut tout faire. Plus que Wilson, plus que Fields. Donc, pour moi, le meilleur bras, c'est Lawrence. Ouais. C'est celui qui est le plus à même de l'ajuster, on va dire. Voilà, c'est ce que je veux dire. Après, je D'accord, rejoins ce qu'il a dit sur Wilson. Hein. Les lancers en déséquilibre, les lancers profonds, impressionnant. Hein. Mais pour moi, le meilleur bras, Lawrence. Bah tiens, Jean-Michel, je vais commencer par toi pour la deuxième question. La meilleure lecture qui te rassure le plus dans ce domaine? Ah ben pareil, Trevor Lawrence. Ouais, Trevor Lawrence. Alors après, c'est vrai que il n'a pas souvent eu besoin de faire plusieurs lectures. Souvent, dès la première, le jeu, c'était bon pour lui. Mais c'est quand même... On lui reproche un peu d'ailleurs hein, Oui. d'être très souvent attaché à sa première lecture. Mais bon, en même temps, il était plutôt dominant avec son équipe dominante. Donc, et puis si ça fonctionne, pourquoi il va chercher autre chose, quoi. Donc oui, en NFL, ça sera différent, effectivement. Mais je suis quand même plutôt rassuré, et surtout par rapport aux deux autres. Parce que Wilson, c'est très précis, mais c'est quand même un sacré gambler. Et puis Fields, par contre, il y a un petit peu des restrictions à ce niveau-là. Donc je mettrais quand même Trevor Lawrence sur cette catégorie. Victor? Oui, moi je suis assez d'accord. En fait, on peut parler de deux schémas qui sont sous pression ou pas sous pression. S'ils sont pas sous pression, il y a duel entre Lawrence et Fields pour moi. Sauf que ce qui fait la différence, c'est que sous pression, Lawrence va être quand même meilleur pour s'ajuster. Donc je donne la préférence à Trevor Lawrence, notamment pour sa capacité à absorber la pression et quand même à réaliser le gros jeu. Alors justement, tu fais bien parce que c'est plus ou moins lié. Pour vous, la meilleure gestion de la poche? Ah ben, je m'excuse, Trevor Lawrence. Il y a un moment. Ouais. S'il va être numéro 1, c'est pas pour rien. Au moins, il n'y aura pas de débat. Ouais, c'est clair. Pas sur ces points précis en l'occurrence. Non. Mais oui, gestion assez correcte de la poche, même si Victor le disait. Il y a notamment le côté un petit peu facétieux de Zach Wilson, mais voilà, c'est plus dans un domaine un petit peu particulier. La meilleure mobilité? Ça dépend, mobilité dans la poche ou mobilité en général? En général. Et alors du coup, je me permets, je vais inclure deux questions en une. Après, vous me direz si vous discernez les deux points. La meilleure mobilité, la meilleure capacité d'improvisation? Alors moi, je dirais meilleure mobilité, je dirais Justin Fields. Je dirais Justin Fields parce qu'il a un corps qui est excellemment bien bâti et il sait très bien s'en servir. Il est capable de bouger dans la poche, il est capable de bouger hors de la poche, il est capable de courir. Donc voilà, quelques réserves j'ai dit sur son jeu sous pression, mais globalement la mobilité pure, je mettrais devant. Après, l'improvisation, bah, ça rejoint un peu, c'est vrai, le point d'avant, mais j'ai envie de dire Trevor Lawrence, c'est-à-dire que Zach Wilson est capable d'improviser des choses extraordinaires, mais sur 100 actions, le mec que je considère comme le plus fiable pour improviser, on va dire, dans les meilleures conditions et pour réaliser le plus de gros jeux, ça sera Trevor Lawrence. Donc je donnerai voilà, la mobilité pure à Fields et l'improvisation et la capacité à magnifier les actions à Lawrence. Jean-Mi? Ouais, pas mieux. Ou peut-être Wilson quand même dans la poche, cette mobilité qu'il a dans la poche où vraiment il arrive à s'échapper, à se contourner, à faire un petit pas en arrière ou de côté. Quand même, il est très très mobile dans la poche. Ouais, après comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que tout dépend du profil de ce qu'on va rechercher. C'est vrai qu'il y a le côté un peu entre guillemets scrambler pour gagner du temps de Zach Wilson. Il y a le côté vraiment très, très élancé de Justin Fields. Et puis il y a le côté presque, alors je sais pas si méthodique c'est le bon terme, mais voilà, on voit que Trevor Lawrence, il a quand même son gabarit. C'est pas un profil aussi élancé que Justin Fields, mais c'est vrai qu'il est parfaitement capable de le faire. Il l'a montré notamment, je pense à la fin de la saison 2019 de mémoire, où il était très très souvent utilisé, notamment sur le jeu au sol des Tigers. Mais en demi-finale, il fait cette course de 40 yards. Bien sûr. Donc qui a été un moment où on s'est tous dit, ah oui, quand même, il sait le faire, ça aussi. Donc, Oui, et qui a été décisif, qui a fait tourner le match en faveur de Clemson dans un match où les Tigers n'étaient pas au mieux. Donc c'est sûr que cet aspect de son jeu est clairement pas négligeable. Le meilleur mental, du coup? Ah, Trevor Lawrence.
Sans aucun doute, Trevor Lawrence. Je suis désolé, on parle beaucoup de Trevor Ah Lawrence. non, encore une fois, après c'est le jeu. Hein. Moi, si vraiment il y a beaucoup de catégories où ressort du lot, c'est pas un souci. Hein. Il aurait presque fallu le mettre dans une catégorie à part. Mais là, donc, si on parle du mental, il faut quand même savoir que ce gars-là, depuis qu'il a 14 ans, il est sous les feux des projecteurs. Je veux dire, vous verrez sur la fiche draft, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, je montre des images justement, il a 14 ans, il y a déjà la télé qui l'interviewe. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis qu'il a 14 ans, tout le monde le scrute, tout le monde vraiment le met en grand écran et il répond à chaque fois. Il a répondu au lycée, puisqu'à 14 ans, il n'était pas encore au lycée, hein, c'était avant le lycée. Au lycée, il a tout fracassé, il est à l'université, il a tout fracassé. Enfin, vraiment au niveau mental, voilà, là, ce mec. C'est ça, c'est le genre d'athlète qui... Je vais faire une comparaison tennis, mais je repense aux petits as d'il y a une vingtaine d'années où c'était Gasquet contre Nadal et tout le monde disait ça va être les 2 meilleurs joueurs du monde. Bon, il y en a un des deux qui a mieux réussi que l'autre, mais voilà, c'est pour dire Lawrence, c'est comme Nadal. Depuis qu'il est petit, on dit tout le temps qu'il va être le meilleur, ou en tout cas un des meilleurs, et à chaque fois il répond présent. Donc on se dit, quand t'as appris à gérer la pression depuis si jeune, il y a un moment, plus rien ne te fait peur. Oui, normalement, ça doit... c'est aussi ce qui en fait pour beaucoup le talent générationnel. Andrew Luck était un petit peu en effet dans cet état d'esprit-là. On avait l'impression que ouais, il pouvait tout se passer. De toute façon, ça allait pas impacter le jeu suivant ou les jeux d'après, quoi. Donc c'est là-dessus. Juste pour info, Jean-Mi en parlait, les fiches draft, on vous rappelle, hein, vous les retrouverez à partir du 20 mars à l'écrit, et il y a de fortes chances en effet que Trevor Lawrence soit dans les premières fiches évoquées. On peut déjà évoquer ce spoiler. La plus grosse marge de progression. Moi je dirais Zach Wilson. Déjà par rapport à l'opposition qu'il a eue à BYU, c'est-à-dire qu'il était dans une équipe qui dominait ses adversaires, mais l'opposition elle était plutôt moyenne. Et puis même le système de jeu, je pense que pour tous les quarterbacks, il y aura forcément une progression à faire, puisque les défenses sont beaucoup plus expérimentées, qui vont feinter les jeux avant l'engagement. Mais pour Zach Wilson, ça va être encore plus... il y a encore plus de travail pour lui. Et je pense qu'il a cette marge de progression, justement. Ouais, je rejoins. Je pense que il y a aussi le revers de la médaille. C'est-à-dire qu'il a la plus grosse marge de progression, mais il est peut-être celui qui part du plus loin aussi. Donc c'est vrai que il est moins prêt que les deux autres. En tout cas, si on devait le faire commencer aujourd'hui. Mais quand on voit la progression qu'il a eue cette année, on en revient, c'est la comparaison bateau, hein. Mais son plafond en style de jeu, c'est Mahomes. Je dis pas qu'il arrivera au niveau de Mahomes, parce que si tout le monde arrivait à ce niveau-là, ça se saurait. Mais c'est ce genre de progression qu'on peut attendre. Oui, c'est ça, en termes de style de jeu et de manière d'être explosif comme peut l'être. Et puis du fait de partir de loin, parce que Mahomes, quand il est drafté, il part de plus loin qu'un Deshaun Watson. Enfin, en tout cas, dans la manière dont on l'avait évalué à l'époque, on pense qu'il part de plus loin que Deshaun Watson. C'était le plus brut, ouais. Le joueur a plus polir, en l'occurrence, que Deshaun Watson. Je te rejoins là-dessus. C'est possible qu'on ait une réponse qui revienne avec insistance. La meilleure chance d'être titulaire jour 1. Je sais pas, Trevor Lawrence. Attends, tu veux dire que Gardner Minshew va être sur le banc? Ah non, mais alors, non, c'est un scandale. C'est un scandale, je suis désolé. Trevor Lawrence ou pas Trevor Lawrence, on ne met pas sur le banc Gardner Minshew. Hein, faut être clair. Non, je suis pas d'accord. Non, mais évidemment, Lawrence et Fields aussi. Fields, je pense qu'il est prêt. Ah voilà, alors, du coup, c'est ça, j'avais trouvé une feinte. Alors, entre Wilson et Fields, alors qui vous voyez avoir plus de chances d'être lancé? Alors, si, encore une fois, je le reformule, si vous êtes general manager, qui vous voyez avoir le plus de chances d'être titulaire entre Wilson et Fields en étant drafté? Fields, jour 1, alors que Wilson, on en parlait, je crois, dans le top 15, mais moi, je le fais rentrer minimum au milieu de la saison, mais idéalement en deuxième saison. Moi, je lui fais carrément faire une année blanche. Donc pour le coup, Fields. Ouais, c'est vrai. On va voir, il y a possiblement pas mal de quarterbacks qui peuvent être à couver justement dans cette fameuse mouvance Mahomes. À couver en fonction des franchises éventuellement qui les récupéraient. Du coup, j'avais terminé avec votre tiercé, même si on a plus ou moins compris l'idée. Votre tiercé préférentiel, du coup, sur ce panel, Victor? Eh ben moi, je vais mettre un peu, je vais épicer ce tiercé. Je vais en faire un quintet parce qu'on en a parlé avec Jean-Mi. J'ai finalisé mes notes de cette saison et je vais rajouter Herbert et Tua dans la boucle pour montrer aux gens à peu près où je les vois.
Ça fait Lawrence en 1, Herbert en 2. J'ai Wilson en 3, Fields en 4, mais ils sont à 0,25 points. Et j'avais Tua en 5, mais juste derrière. Donc voilà, moi c'est comme ça que je les imagine si on prend en global. Alors c'est une très bonne comparaison, juste j'en profite pour te poser la question. Du coup, Lawrence, pour toi, c'est au-dessus de Burrow. Ah oui. Ah oui. Voilà, oui. Si les deux pour toi s'étaient présentés en même temps. Je faisais pas de note à l'époque de Andrew Luck, mais je pense que à part Andrew Luck, T'aurais pas vu beaucoup de monde au-dessus de Trevor Lawrence. C'est la plus haute note que j'ai jamais mis pour un quarterback, ça c'est sûr. Très bien. Jean-Mi? Moi je mettrais Fields avant Wilson en fait. C'est vrai qu'il a un plancher peut-être plus haut, Wilson, et puis je l'aime beaucoup ce joueur, vraiment je l'aime beaucoup. Mais comme disait Victor tout à l'heure, Fields me paraît plus près dès le premier jour. Et donc si on considère le début de la saison 2021, je mettrais Fields avant Wilson quand même. Et après Lawrence bien sûr. Très bien. Moi j'allais peut-être un peu plus vers Wilson, mais encore une fois il y a peut-être cette histoire de la pression de nouveau dont on parlait avec Fields. De toute façon c'est ce qui a clairement joué contre lui cette année, et c'est aussi l'inconvénient, on l'a répété au fil des semaines, d'avoir forcément joué une saison un peu moins conséquente. Forcément le moindre coup de mou a été vraiment amplifié, et ça c'est sûr que ça va malheureusement le poursuivre au cours de ce processus draft, et c'est ce qui m'amène à avoir un peu plus de doutes, même si en l'occurrence la polyvalence elle est criante, et même si on voit que le mental reste là malgré tout. On a fait le tour sur ce trio de tête, messieurs. On va évoquer dès à présent les trois suivants tout de suite avec Trey Lance, quarterback de North Dakota State, dont je m'en vais tout de suite récupérer les chiffres importants. Donc 1m92 pour 102 kg. Dernière saison disputée donc en 2019. Il a joué en 2020, mais un seul match. Donc c'est un petit peu compliqué de donner une évaluation claire là-dessus. Donc sa saison en tout cas 2019, c'est 2786 yards à la passe, 28 touchdowns pour 0 interception, 14 TD à la course également au passage. Donc vraiment une saison canon qui l'a mis clairement sous le feu des projecteurs. On a Mac Jones, quarterback d'Alabama, dont on a un petit peu plus entendu parler en 2020, champion national avec le Crimson Tide, 1m90, 98 kg, 4500 yards à la passe, 41 touchdowns et 4 interceptions. Et on a Kyle Trask donc de Florida, 1m98 pour 108 kg, 4283 yards, 43 touchdowns et 8 interceptions. On va commencer par Trey Lance, messieurs. Alors on avait vu un petit peu l'avis de Victor ces dernières semaines, on sait qu'il aime beaucoup notamment sa précision. Jean-Mi, qu'est-ce que tu penses du phénomène du Bison? Je rejoins Victor en fait, parce que tu as donné des stats impressionnantes, tu vois, en 2019 il lance aucune interception, c'est impressionnant quel que soit le niveau, même si c'est de la FCS. Mais quand tu regardes vraiment les vidéos, quand tu regardes vraiment les matchs, en fait il a un problème de précision. Donc c'est vraiment une limite sur Trey Lance. Alors, il a un gros potentiel, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense qu'il est athlétique, j'en pense qu'il a un bras puissant, j'en pense qu'il a un super gabarit pour encaisser les chocs, j'en pense qu'il a une grosse marge de progression. Mais c'est clair qu'il n'est pas prêt du tout, et notamment pour ce qui est de la précision, que ce soit dans la poche, pour même des lancers intermédiaires, mais surtout pour les balles profondes, parce qu'il a un bras très puissant, mais alors ces balles profondes, oh là là, ça manque vraiment de précision. C'est ça. Victor, en effet, c'est vrai que ça va être... Je ne sais pas si c'est le plus gros pari au poste de quarterback, mais en tout cas, vu la position à laquelle il est attendu, ça reste quand même un risque relatif dans une attaque qui était très axée sur le jeu au sol. Et comme le disait Jean-Mi, sur certains matchs où très clairement il était protégé dans le domaine aérien. Oui, après, c'est marrant parce que c'est un sujet qu'on peut voir avec d'autres, comme avec Mac Jones ou comme avec Zach Wilson. Il avait une excellente ligne, il avait des excellents receveurs, donc qu'est-ce qui nous dit que c'est pas le système qui l'a rendu meilleur que sa qualité intrinsèque? C'est en effet un pari terrible. C'est une double menace, c'est un corps à la Cam Newton, enfin ce genre de choses, c'est des phénomènes, mais alors Cam Newton avait fini numéro 1 de draft et ça sera pas le cas de Lance, parce qu'on n'est pas du tout sur le même niveau de maturité. Et en effet, moi, j'ai regardé en fait beaucoup Trey Lance ce week-end parce que je voulais me faire un avis définitif. Et plus je regarde lancer, plus je suis inquiet. Que ce soit dans la mécanique ou dans la précision, je ne sais pas si c'est transposable en NFL ou en tout cas... Pour toi, son environnement est vraiment crucial? Ah oui. Et le schéma de jeu aussi dans lequel il va être est absolument crucial. C'est pour ça que je me dis que, voilà, même si c'est pas le même coaching staff, je me dis une franchise qui a historiquement réussi à travailler avec un quarterback comme ça, donc par exemple les Panthers,
je me dis peut-être qu'eux auront la patience de développer et d'en faire quelque chose. Mais je reste très très sceptique et de plus en plus sceptique sur Trey Lance. Et honnêtement, si je me mets en tant que GM, puisque c'était ta question pour le trio d'avant, j'ai pas envie de prendre le risque. D'accord. Jean-Michel, tu te verrais quand même le... Alors, Victor l'a dit, il le met 5e, je crois, derrière Mac Jones. Je veux pas trahir tes propos. Hein. Ouais, c'est ça. Il reste quand même 4e dans ta hiérarchie personnelle ? Moi, non, je le mets 5e aussi, en fait. Tu le mets 5e aussi. Ouais, d'accord. Ouais. Et je rejoins Victor pour les Panthers. Parce que, par exemple, je vais te prendre une image... À Baylor, Matt Rhule, il avait Charlie Brewer comme quarterback. Alors, je compare pas les deux, les joueurs sont différents. Mais on se rappelle bien de Charlie Brewer qui courait quand même beaucoup. Notamment, lorsqu'il y avait un touchdown à marquer, il le faisait au sol. Et je pense que Matt Rhule peut être très à l'aise justement avec un quarterback comme ça, comme Trey Lance. Mais ça dépendra, oui, comme il dit Victor, du système. Il y a un point de chute, moi, qui m'intrigue beaucoup. Alors, encore une fois, on aura le temps d'en parler, notamment avec les capsules consacrées aux franchises. J'avoue que les Denver Broncos, parce que Trey Lance dans un format un petit peu RPO, on va dire, en tout cas si on veut le protéger dans un premier temps, il n'est pas sans me rappeler le projet Daniel Jones, sur lequel avait misé notamment Pat Shurmur, qui est désormais coordinateur offensif de Denver. Et je me dis, même si le succès de Jones chez les Giants reste assez relatif, à l'heure où on se parle, il y a peut-être moyen éventuellement que le talent intrinsèque du bonhomme se traduisent mieux en NFL que ce qu'on a pu voir avec Daniel Jones, qui sortait pourtant de Duke en étant formé par un excellent coach offensif. Mais peut-être que ça peut être un pari. Mais je vous rejoins, oui, en effet, les Panthers, pourquoi pas. Mais ouais, il y a quand même va beaucoup falloir s'adapter, je pense. Je pense que c'est peut-être plus la franchise qui va devoir aller vers le joueur que l'inverse dans un premier temps. Et ça va forcément être à prendre en compte. On en vient à Mac Jones. Victor, tu commençais à en parler tout à l'heure. Forcément, il y a la question, encore une fois, de cet environnement. On nous dit, il avait un casting rêvé autour de lui, justement, pour lui permettre de s'épanouir et d'aller chercher ce titre national. Il faut quand même réussir à l'assumer, cette pression du côté du Tide. Mais bien sûr. Quand t'es quarterback d'Alabama, t'as une pression de dingue. Et il y a un moment, c'est un argument fallacieux, parce qu'on peut l'utiliser pour tout le monde. Hein. Je peux très bien prendre le taux de pourcentage de Justin Fields et dire oui, mais les receveurs de Ohio State, ils avaient 4 yards de séparation à chaque lancé. Donc si on veut vraiment utiliser, oui, les meilleurs joueurs sont dans les meilleures universités. Il y a une disparité de niveau qui est beaucoup plus importante qu'en NFL. Donc forcément, quand t'es dans les meilleurs programmes, t'es dans les meilleures équipes. Mais pour autant, il a quand même gagné le titre national cette année. Il a quand même battu des grosses équipes, des grosses défenses, parce qu'en demi-finale, il affronte Notre-Dame, c'est pas des peintres en défense. En finale, il prend le meilleur, il exploite les faiblesses de l'attaque adverse avec brio. Moi, ce que j'aime avec Mac Jones, c'est que déjà, c'est un joueur intelligent, et en plus, c'est pas un bras phénoménal. Ah non, ça lui a même reproché d'ailleurs. Oui, mais pour autant, même à longue distance, il est quand même assez précis. Il est assez diversifié dans ses lancers. Donc c'est sûr que c'est pas Josh Allen, il va pas balancer une bombe à 70 yards. Mais je sais pas, je reste quand même de plus en plus conquis par sa variété de lancers, etc. Et pour prendre un peu d'image, j'ai envie de dire que c'est un Kyle Trask du riche. On parlera de Kyle Trask après, mais non, je sais pas. Je comprends les doutes, et c'est normal qu'il y en ait. Mais plus je le vois jouer, plus je revois les matchs, plus j'ai envie de faire confiance et d'y aller. Jean-Mi, ton avis là-dessus? Alors, c'est vrai qu'on l'a dit. Alors, Mac Jones, je trouve quand même qu'il a vraiment mûri au cours de cette saison. On parle beaucoup d'un one-year wonder. Bon, après, il est resté derrière Tagovailoa. Hein. C'est pas comme s'il a benché c'est pas Trubisky qui a benché derrière Marquise Williams à North Carolina. Si j'aime beaucoup reprendre cette comparaison. Du coup, qu'est-ce qui te plaît pour remettre Mac Jones devant Trey Lance de ce que tu as vu de cette saison 2020? Il est précis. Déjà, il est très précis. Et puis, il est calme dans la poche. Et, il a plusieurs lectures. Il est très fiable. Et je rejoins tout à fait ce que disait Victor, c'est-à-dire que les reproches du casting extraordinaire autour de lui, il suffit de voir Joe Burrow l'année dernière. Je veux dire, il avait la meilleure ligne offensive à LSU, il avait Jamar Chase, il avait Jefferson, il avait Marshall, enfin bref. Si tu regardes Justin Fields, toute la ligne offensive d'Ohio State, elle va finir à NFL.
Enfin bref, ils sont tous très bien entourés, mais il n'y a que pour Mac Jones qu'on fait ce reproche-là. Et j'avoue que je ne comprends pas, ou j'ai peut-être une explication, je ne sais pas si c'est la bonne, mais tu vois, par exemple, Mac Jones, il est arrivé à Alabama comment? Je veux dire, c'était une recrue 3 étoiles, c'était pas du tout une star du recrutement. En plus, même s'il a remplacé Tua en 2019, il a fait 4 bons matchs, mais tu vois, à l'intersaison, tout le monde pensait que ça serait le freshman 5 étoiles Bration qui serait le titulaire. Et puis non, c'est Mac Jones qui l'a battu. Mac Jones a dominé, mais on veut pas y croire parce que voilà, le mec, il a pas le profil, il vient un peu loin, on sait pas trop, on veut pas se mouiller en fait. Mais si tu regardes juste sa saison, juste au niveau sportif, il a été vraiment impressionnant. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais alors, je parlais de Tagovailoa et aussi Jalen Hurts, à un moment donné, qui était devant lui aussi. Bon, il se place là, mine de rien. Ouais, mais quand t'arrives, comme le dit Jean-Mi, quand t'arrives recrue 3 étoiles à Alabama, tu sais qu'il va te falloir des années pour être titulaire. Et si t'es pas sur le portail de transfert au bout de 2 saisons, c'est déjà un exploit. Hein. Et c'est vrai, alors, il y en a qui ont avancé cet argument de dire que Mac Jones, ça pouvait être un Tagovailoa dans l'idée projet, mais ça pouvait être aussi un Jacob Coker qui avait été il y a quelques années quarterback d'Alabama, champion national avec le Crimson Tide. Mais c'est vrai que c'était pas la même culture offensive à l'époque du Tide. Sauf erreur de ma part, c'était Derrick Henry qui était dans le backfield. Ouais, et là, pour le coup, c'était Derrick Henry et Heisman Trophy avec un jeu au sol extrêmement appuyé. Là, pour le coup, c'est quand même l'attaque aérienne qui a été en vedette, avec certes un Devonta Smith au poste de receveur qui a marché sur l'eau, mais qui a aussi eu les opportunités de la part de son quarterback, que moi-même j'ai trouvé par exemple en difficulté par exemple sur le début du match contre Georgia, qui était vraiment au tout début de saison. Et après, au fur et à mesure, dans un calendrier, on ne cessera de le répéter, puisque par exemple on insiste sur Zach Wilson et son calendrier, Mac Jones, ça reste de la conférence sec. Donc même si les attaques sont de plus en plus développées, j'ai pas dans l'idée que les stars défensives soient moins bonnes. Et pourtant, il a quand même réussi à prendre ce qu'il était en mesure de récupérer. Donc, c'est ce que je trouve assez fort. Et en effet, je vous rejoins largement. C'est vrai que même si le projet est moins excitant d'emblée, c'est peut-être la marge de progression, pour le coup, paradoxalement, qui peut lui jouer des tours par rapport à un Trey Lance. Mais voilà, on voit peut-être moins de défauts dans son jeu à l'heure actuelle. En tout cas, il y a peut-être moins d'interrogations que Trey Lance, alors que pour le coup, les deux hommes ont fait chacun une saison énorme. Trey Lance l'année dernière et Mac Jones cette année. Si tu veux, on parlait un peu des projections d'équipe et tout, mais par exemple, une équipe comme les 49ers, qui est une équipe où le quarterback n'est pas fondamental, enfin un quarterback toujours fondamental, mais n'est pas peut-être le centre du jeu autant que dans d'autres équipes. On a vu qu'ils sont quand même allés au Super Bowl avec Jimmy Garoppolo. C'est exactement le genre de système où il pourrait s'épanouir. Ou même aux Panthers, mais dans ce cas-là, les Panthers prennent un paradigme différent de Lens avec reproduire Cam Newton, mais de dire, ok, on a McCaffrey, on a Anderson, on a Moore, et on tente de justement mettre un peu Jones dans un sas de confiance comme il a pu l'être à Alabama. Donc il y a beaucoup d'équipes, même les Patriots, finalement, ils seraient très compatibles avec des schémas de jeu comme a pu le connaître Brady. Donc il y a beaucoup d'équipes où je le vois se fondre dans le système, en fait. Et du coup, je pense que ça va faire monter sa valeur à la draft, puisque les quarterbacks sont pris trop haut à la draft, hein, c'est comme ça, c'est... Enfin, trop haut, entre guillemets, ils sont évidemment. Surévalués, mais ils sont surévalués parce que la position elle-même est la plus importante. Et du coup, plus ça va, plus je me dis qu'il passera pas le top 15. Ouais. Jean-Mi, toi qui es notre expert des comparaisons, à qui il te fait penser, Mac Jones? Moi, j'avoue, j'en avais parlé sur le Slack du site. Je vois quand même des similitudes avec Matt Ryan. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Ouais, Matt Ryan, c'est bien. Mais je pense que je vais vous faire bondir. Oula. Ouais, parce que moi, je vais dire Tom Brady. Alors, je parle pas du niveau, évidemment. Je dis pas que ça va être le GOAT. Hein. Tom Brady, il n'y en a qu'un. Mais si je prends quelques petits mots-clés, je veux dire, pour moi, Mac Jones, c'est quoi? C'est fiable, précis, calme dans la poche, pas très mobile. Moi, il me fait beaucoup penser à Tom Brady. Hein. Mais c'est souvent ce qu'on a reproché à Brady, encore une fois. C'est souvent ce qui a créé ce clivage, justement, entre les fans. C'est qu'on a beau trouver que son style n'est pas hyper spectaculaire, si on met entre guillemets, bien entendu, cette saison 2007 absolument ébouriffante, il n'en demeure pas moins que Brady a toujours été, depuis son arrivée en NFL, hyper chirurgical. Et c'est principalement ce qu'on va vouloir d'un Mac Jones, et c'est ce qu'il a été, en l'occurrence, du côté d'Alabama. Donc voilà, c'est sûr que tu le dis bien, toute proportion gardée, mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a un projet intéressant dans ce côté un peu assassin silencieux. Ça, c'est le bon côté de la médaille, et j'avais vu passer sur un média américain le mauvais côté de la médaille, on parlait de Christian Ponder, pour ceux qui s'en souviennent. Oui.
J'aimais bien cette comparaison. Elle est pas exacte, mais dans l'idée, numéro 8 par les comprends. Vikings à l'époque pour le succès conservé. Et il a récupéré Samantha quand même. Mais ouais, non, voilà, c'est ça. En tout cas, voilà, c'est un joueur qui laisse pas indifférent, Mac Jones. On aimera ou on aimera beaucoup moins, mais en l'occurrence, voilà, il y a quand même un projet tout aussi intéressant, même si c'est moins sexy, c'est moins athlétique, c'est moins ce qui peut faire saliver les nombreux scouts de la NFL, mais en tout cas, il y a quelque chose à en tirer. Kyle Trask, donc de Florida, j'en parlais. Victor prenait la comparaison tout à l'heure, Jean-Mi, en évoquant Mac Jones comme un Kyle Trask du riche. Kyle Trask, c'est quand même une belle saison cette année. Il a longtemps tourné dans les chiffres justement d'un Joe Burrow. Ça s'est un petit peu effrité sur la fin de la saison. Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'un Kyle Trask? Parce qu'il y en a qui en parlent fin premier tour, éventuellement, pour une équipe qui voudrait tenter un pari également. D'autres qui sont plus vers deuxième, troisième. Dans quel secteur tu te situerais par rapport aux joueurs des Gators? En fin de premier tour, ça me paraît pas déconnant, mais sinon, c'est vrai, plus deuxième tour, je vais te dire pourquoi. En fait, c'est plus déjà, c'est que dans la poche, je le trouve très très bon. Il lance dans des petites fenêtres. Ça, pour la NFL, il est déjà prêt pour ça, pour ce type de lancer. Par contre, il a aucune mobilité. Alors, zéro, quoi. Vraiment, c'est une statue, le gars. Et puis, c'est un problème d'irrégularité. C'est-à-dire que, bon, même la saison dernière, il était pas mal, hein. Cette année, il a fait une super saison, mais parfois, il passe complètement au travers. Donc, c'est ça le truc avec lui. Il est capable de faire de très bons matchs, de faire des lancers très précis, là où il faut, mais il a un petit problème d'irrégularité. Voilà, j'ai peur qu'il soit pas super constant au haut niveau. Si tu veux, si je prends une image, moi, il me ferait un petit peu penser à Nick Foles. C'est-à-dire, voilà, ce type de quarterback qui est capable de te faire gagner un match, 2 matchs, 3 matchs, et puis au 4e, il va se trouver. Et en gros, la perception que j'ai de Trask, c'est qu'il a un avenir à NFL, mais quel avenir? Est-ce qu'il va être vraiment le titulaire pendant des années d'une équipe? Je sais pas. C'est possible, mais je sais pas. Ah, c'est ça. Victor, je me rappelle pas que Nick Foles se soit troué, mais ça c'est un autre débat. Mais... Oui, c'est vrai. Il est jamais allé plusieurs fois aux Eagles d'ailleurs. non mais alors mais j'aime bien la comparaison de Jean-Mi parce que moi c'est ce que j'allais dire. On a vu que Kyle Trask, mine de rien, quand il prenait feu en 2020, il a pas fait semblant. Et c'est vrai que ça rejoint un petit peu la dynamique de Nick Foles qui, quand il est sur des bonnes périodes, on pense à sa période avec les 7 touchdowns sur un match, forcément les 27 touchdowns et 2 interceptions sur une saison et tout. Non, voilà. Je suis d'accord. C'est le genre de joueur qui prend feu. Mais le feu peut vite s'éteindre. Je cherchais une stat pour appuyer ce que disait Jean-Mi, là, que j'ai retrouvé de PFF. Sur les lancers de moins de 10 yards, il a 67% de réussite. C'est 50e en université. Donc c'est vrai qu'il a parfois cette capacité à manquer des passes faciles, entre guillemets, qui peut être énervant. Mais je rejoins, c'est une statue. Puissance de bras, est-ce qu'elle est si extraordinaire que ça? Là aussi, j'ai quelques doutes. Après, il est beau dans sa diversité de lancer, dans sa mécanique, c'est élégant. Oui, non, pas physiquement. On parle football, monsieur. Il est assez précis quand même. Il n'est pas aussi beau que Jimmy Garoppolo. Non, il est précis. Je pense qu'après, voilà, la puissance pose question. Et moi, il y a un autre truc, mais alors, peut-être que c'est visuel. Mais j'ai l'impression que sa mécanique est lente. Et du coup, je me demande si en NFL, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à accélérer sa mécanique comme la plupart le font. Et j'ai peur que ça passe pas en NFL. Ah, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, certains nous diront c'est le cas avec tous les quarterbacks, mais s'il a une O-line qui est un peu moins en confiance, ça peut rapidement donner un match un peu sale. Je veux dire, je pense que Trevor Lawrence a à peu près la même vitesse de mécanique en général, mais par contre, quand il a besoin d'accélérer, on le voit qu'il accélère son bras. Il lance beaucoup plus vite. Kyle Trask, alors peut-être qu'il n'a pas eu tellement à le faire non plus, vu l'attaque qu'il a eue, mais on le voit moins faire ça. Et je vais continuer de vendre du rêve, mais une autre comparaison qu'on pourra donner, je pense, c'est Jay Cutler. Hein. Qui avait ce côté aussi extrêmement explosif, mais qui des fois, que tu avais l'impression qu'il avait pas envie, quoi. Lanceur le plus prolifique de l'histoire des Bears. T'avais cette impression visuelle. Bon, après, il y avait l'attitude je m'en foutiste sur le bord du terrain, où là, pour le coup, ça se dissocie totalement de Kyle Trask, à mon sens. On a vu vraiment que le quarterback des Gators s'était investi de bout en bout cette saison. Mais ouais, non, franchement, c'est vrai que niveau visuel, ouais, des fois, ça peut un petit peu perturber, d'avoir ce côté un petit peu mi-ombre, mi-lumière, à voir donc ce que peut proposer Kyle Trask.
On parle des Niners depuis un petit moment. Kyle Trask avec Kyle Shanahan, ça peut peut-être être quelque chose d'assez séduisant, hein, qui sait. À voir. Très bien. Victor, je t'ai pas posé la question. Du coup, pour toi, Kyle Trask, ça se tente au premier tour ou tu resterais quand même un peu plus en retrait par rapport à ce profil? Faudrait vraiment être amoureux. Non, moi je dirais 2e, 3e tour. Ouais. Début de 3e au maximum, on va dire. Si Drew Lock a fini 2e tour, Kyle Trask peut bien finir 2e tour. C'est sûr. On a fait tout en tout cas sur le haut du panier. On peut désormais s'intéresser aux autres profils avec notamment les valeurs sûres, les énigmes et les pépites. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Et on va commencer donc par les valeurs sûres. Alors on va le dire tout de suite, hein. C'est vrai que sur la position de quarterback c'est un peu plus dur parce que ça dépend exactement sur quels critères on se place. Jean-Michel, tu avais quand même un joueur qui te rassurait sur certains aspects. Ian Book, quarterback de Notre-Dame, quarterback émérite du Fighting Irish, hein, avec une belle campagne notamment 2020. Alors qu'est-ce qui te plaît chez le quarterback de Notre-Dame et en quoi pour toi il représente une valeur sûre? Parce qu'il est fiable. Voilà. Déjà, c'est un gars qui est titulaire depuis je sais pas combien d'années, depuis le début, je crois. Il est très fiable, il est précis, il est calme dans la poche, il bouge également dans la poche pour étendre les jeux. C'est quelqu'un qui fait pas trop d'erreurs. Alors, je vais le préciser de suite, je parle d'une valeur sûre pour être un remplaçant, un bon backup, voilà. Et il lui manque de la mobilité, il lui manque de la taille, il lui manque un bras puissant pour être vraiment le titulaire. Mais je veux dire, si tu le prends comme un backup, je pense que c'est quelqu'un qui peut faire une carrière NFL, il peut y rester plusieurs années. Parce que c'est quelqu'un qui va t'apprendre le playbook, qui va l'exécuter. Si ton titulaire se blesse de match, il peut tout à fait reprendre le relais, il fera pas d'erreur. Si ton titulaire se blesse au 3e quart-temps, au 4e quart-temps, tu le fais rentrer, il n'y a pas de problème, il te fera pas perdre le match. C'est quelqu'un qui vraiment me rassure à ce niveau-là. Ouais, Victor, un avis là-dessus? C'est vrai que c'est un gabarit assez costaud, mais un joueur qui s'est resté à sa place quand même malgré tout. Ouais, bah c'est un excellent leader. C'est le quarterback le plus victorieux de l'histoire de Notre-Dame, peut-être avec Brady Quinn. Je sais pas exactement où ils en sont l'un et l'autre. Pas en français à Joe Montana. Je te taquine. Non, en nombre de victoires. Je sais. Je sais ces statistiques, moi, t'inquiète pas. Voilà. Après, c'est un très bon leader. Donc, en effet, je pense que ça a l'air d'être un bon gars qui a la tête sur les épaules et en backup, c'est ce dont tu as envie. Après, c'est vrai que bon, c'est pas un joueur extraordinaire. Il lui manque un peu de mobilité, un peu de précision. Il a une mécanique qui est quand même... Alors là, par contre, visuellement, c'est pas beau. On parlait de Trask où c'était élégant. Là, c'est pas beau. Mais bon, Trask ça est marche. un artiste, donc, à côté. Bah non, mais Philippe Rivers a réussi une carrière en NFL, donc tout est possible. Donc non, je pense qu'en effet, ça peut être un backup rassurant. Pour toi, c'est drafté à quel tour à peu près, Ian Book, Jean-Mi? C'est le 6e, je pense. Je pense que ça sera pas avant quand même. Mais c'est important. Tu sais, je pense à un autre aspect aussi. C'est que si tu as vraiment un bon backup, non seulement c'est important pour ce qu'on a dit pour les matchs, si tu as une blessure, mais c'est important aussi pour ta semaine. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est fiable, c'est un exécutant. Il va vraiment exécuter les jeux. Donc tu peux être sûr que ton receveur 4, 5, 6, ils vont passer une semaine d'entraînement en recevant des bons ballons avec les bonnes routes, les bons tracés, les bons appels. Et ces mecs-là, ils seront prêts quand tu en auras besoin le dimanche. Parce que le dimanche, tu as besoin aussi du receveur 4, 5, 6, du Titan 3, etc. Il faut qu'ils soient prêts, ces gars-là. Et si tu as un mec comme Ian Book qui les a mis en bonne condition toute la semaine, eh ben, ça rehausse tout le niveau de l'équipe. Donc, mais bon, je dirais, 6e tour. Très bien, 6e tour. Oui, Victor était globalement d'accord avec cette projection. On en vient à un sujet qu'adore, on va le dire, à nos auditeurs, hein, parce qu'en l'occurrence, on va parler de joueurs un petit peu en deçà du top 6 qu'on a évoqué tout à l'heure, des joueurs qui ont une certaine hype, mais qui présentent pas mal de points d'interrogation. Je vais commencer par toi, Victor, notamment, puisque ton énigme, en l'occurrence, c'est Sam Ehlinger. Alors, juste pour la précision, je n'ai pas donné les stats pour Ian Book tout à l'heure. C'était 1m83 pour 95 kg. Hein, je parlais de gabarit assez costaud malgré tout. 2830 yards à la passe, 15 touchdowns et 3 interceptions. Sam Ehlinger, donc ton énigme, Victor, c'est 1m86 pour 101 kg. Donc, beau bébé quand même. Hein. 2566 yards à la passe, 26 touchdowns, 5 TD
5 interceptions, pardon. 26 touchdowns, je n'ai pas parlé de ceux à la course, et il y en a quelques-uns. Qu'est-ce qui t'intrigue, notamment avec le quarterback des Longhorns? Encore une fois, là, on a une classe où vraiment le top 6 peut viser la place titulaire. Là, on est plus sur des joueurs qui, déjà, s'ils sont des backups très solides, ça sera déjà une réussite. Après, peut-être qu'un réussira à renverser la table et à être titulaire. Mais Sam Ehlinger, c'est un leader, lui aussi, dans son programme. Il a mené son programme avec brio. C'est un quarterback qui fait peu d'erreurs, je trouve. Dans une situation qui n'est pas toujours facile à Texas, il a fait peu d'erreurs, de fumbles ou d'interceptions. Il panique pas. C'est un playmaker, il est agressif, il est capable d'enflammer un match. Tu l'as dit, c'est une double menace en college football. Est-ce que c'est le genre de double menace qui arrivera à transposer en NFL? Je pense pas, honnêtement. Je pense que c'est le genre de double menace qui réussit surtout en college football. Mais bon, il a quand même cette mobilité qui peut être intéressante. Après, c'est sûr que sa précision est pas toujours au rendez-vous. Son jeu dans la poche, parfois, il manque de patience, justement. Comme il sait qu'il a une double menace, il a tendance à tout de suite sortir de la poche pour aller chasser les espaces, etc. Alors que parfois, il aurait juste besoin d'être patient. Mais ça, c'est des choses qui peuvent se coacher. Et après, il a peut-être pas une puissance de bras non plus extraordinaire. Mais franchement, Sam Ehlinger, il a l'expérience. Hein, c'est, je pense, si je dis pas de bêtises, 4 ans hein, à Texas, puisqu'il remplace un quarterback dont on parlera. Et il fait 3 années en titulaire. Donc, non, globalement, c'est le genre de joueur où je pense qu'il peut devenir vraiment un bon remplaçant. Il faudra juste qu'il prouve que le système l'a limité aussi et qu'il est capable de faire plus que ce qu'il a montré. Jean-Michel, moi j'avoue Sam Ehlinger, alors je l'ai longtemps, j'allais dire caricaturé justement, à toi de me dire si c'est peut-être un peu trop caricatural. J'ai souvent comparé à Colt McCoy, autre ancien quarterback de Texas qui est aujourd'hui backup, je crois, aux Giants. Est-ce que justement ça te paraît un peu trop cliché ou est-ce que tu verrais une autre comparaison pour Sam Ehlinger? Moi, je trouve que McCoy est quand même un meilleur lanceur et un meilleur game manager. Moi, je sais que Sam Ehlinger, je l'aimais bien à Texas parce que, comme dit Victor, c'est un leader. Rien que le voir sur le terrain, c'est beau. Mais au niveau du quarterback dans la poche, c'est vraiment pas ça. Oui, c'était une double menace avec Texas, mais en NFL, ça le fera pas parce que c'est pas ce type-là d'athlète. C'est pas Trey Lance, c'est pas Justin Fields. Il y arrivera pas. Moi, je sais que j'ai des gros doutes. Alors, je dis pas qu'il doit pas être drafté. De toute façon, il fera un camp, c'est obligé. Mais ouais, si j'ai le choix, tu vois, je parlais de Ian Book, je prends Ian Book tous les jours avant Sam Ehlinger. D'accord. 4e, 5e tour, ça te paraît une bonne projection, Victor? Non, plus loin. Plus loin encore? Je dirais 6e tour. Très bien, d'accord. Ok, pourquoi pas. Donc pour le quarterback de Texas, Sam Ehlinger. Jean-Michel, on va parler de ton énigme. Un autre Texan d'ailleurs, Kellen Mond, quarterback de Texas A&M, 1m90, 93 kg, 2282 yards, 19 touchdowns et 3 interceptions en 2020. C'est un peu le profil intéressant mais qui n'a jamais vraiment confirmé du côté de College Station. Oui, c'est ça en fait, exactement. C'est-à-dire que tu le vois la première année, même la deuxième, tu te dis, ouh, il y a du potentiel, lui, il peut faire vraiment quelque chose. Et puis il passe pas tout à fait ce palier-là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pour ça que c'est une énigme. Alors après, ce que j'aime bien moi chez lui, c'est que il est plutôt mobile dans la poche. En plus, avec Texas A&M, il jouait vraiment dans un style pro-style. Mais après, le truc, c'est que déjà, il n'a pas un bras très puissant. Après, c'est un problème aussi de précision. Et puis, ce qui le limite aussi, je trouve, à Kellen Mond, c'est qu'il cherche souvent le big play. C'est-à-dire que c'est ce type de joueur qui va en réussir, évidemment. Il va trouver des gros jeux. Mais il a tendance à un peu trop les chercher. Ça amène à des erreurs, ça amène à beaucoup d'irrégularités. Donc, c'est une énigme dans le sens où, avec un bon coaching, avec du travail, dans un bon système, ça peut faire quelque chose parce qu'il a quand même de sacrées qualités. Après, il y a quand même beaucoup de travail. On parlait du casting favorable tout à l'heure de Mac Jones. J'ai pas dans l'idée que Kellen Mond n'ait pas eu un mauvais casting. Certes, il a eu des receveurs blessés, mais il a quand même eu un bon backfield offensif, une ligne offensive plus que solide. Donc c'est vrai que qu'il n'y ait pas eu cette éclosion, ça pose un peu question. Tu as un avis sur Kellen Mond, Victor? Qu'est-ce que tu as pensé justement
j'allais dire pétard mouillé, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais encore une fois, est-ce que tu faisais partie de ceux, en tout cas, qui attendaient beaucoup plus que ce qu'on a vu ces derniers mois du quarterback Davis? Oui, tous les ans, on a l'impression qu'il va le faire, qu'il va avoir son année vraiment explosion, et en fait, ça n'arrive jamais. Il a la mobilité, il a vraiment athlétiquement, c'est un beau bébé, il est intelligent, mais voilà, il manque ce petit truc, et puis à précision, notamment à précision en dehors des nombres, qui est quand même assez préoccupante. Enfin, il balance quand même des sacrées saucisses. Donc moi je suis frustré par ce joueur, comme beaucoup. Tous les ans je me dis pourquoi pas, et puis finalement non. Très bien. Ta projection, Jean-Michel, pour quelle demande? Peut-être fin 5e, 6e tour, quelque chose comme ça. Ça sera de toute façon en fin de draft. Mais, Ah oui, il y a un gros écart. Il y a un énorme gap. Ouais. Je pense que cette année, il y a un vrai énorme gap entre le haut du panier et le bas du panier. Et bien moi, mon énigme, c'est Jimmy Newman, quarterback de Wake Forest ou de Georgia, vous le mettrez où vous voulez. En l'occurrence, les dernières références qu'on a, c'est du côté de Wake Forest, 1m92 pour 107 kg, avec les Demon Deacons, c'était 2868 yards, 28 touchdowns et 11 interceptions donc en 2019, puisque c'est un joueur qui s'est mis en retrait cette saison. Profil qui n'est pas sans rappeler notamment par exemple celui d'un Sam Ehlinger. Au départ, c'est un quarterback relativement mobile, Jimmy Newman. Un peu plus carré quand même, un peu plus costaud, très très clairement. Et on a vu, c'est aussi ce qui a fait monter sa cote auprès des équipes NFL. Une capacité notamment à se montrer dangereux dans le domaine aérien, bien aidé par Sage Surratt, le receveur de Wake Forest en 2019, avec notamment un bras qui n'est pas inintéressant, une capacité notamment à être dangereux dans le domaine profond. Donc c'est vrai que c'est un profil qui reste assez intriguant parce qu'il y a cette mobilité, parce qu'il y a cette capacité à être dangereux, même si le style offensif de Wake Forest est pas forcément hyper varié. Donc c'est plus là-dessus, ou en termes de lecture, de QI foot, on est peut-être un peu moins rassuré parce qu'on se dit que dès qu'il va falloir voir quelque chose d'autre face à une défense beaucoup plus aguerrie, beaucoup plus menaçante, c'est là où ça risque de se gâter un petit peu plus, surtout avec un an loin des terrains. Et c'est vrai que là-dessus, Jimmy Newman, il y a un point d'interrogation. Il s'est présenté à Georgia en voulant franchir une étape. Finalement, il s'est mis en retrait, j'imagine, en pensant que JT Daniels, notamment, allait prendre le dessus. Et on a vu en début de saison que Daniels n'était pas encore là. Donc c'était peut-être aussi une occasion manquée de justement rassurer peut-être des scouts sur certains domaines. Et voilà, il y a ce point d'interrogation. Pour moi, ça en fait inévitablement une énigme. Je continue de penser que son côté athlétique peut en faire potentiellement un 4e, 5e tour. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ouais, Jamie Newman, c'est un gros point d'interrogation de par son parcours, de par son émergence relativement tardive et de par ce qu'on en attend concrètement en NFL. Non, je te rejoins. Je pense que s'il y en a un qui doit percer au 4e tour, ce sera lui dans les 3 dont on a parlé. Je rejoins tes inquiétudes, notamment sur le schéma de Wake Forest. C'est quand même très peu projetable en NFL, si on le dit comme ça. Et j'ai pas compris ce opt-out. Je suis désolé. Autant les mecs qui étaient projetés top 15, ils font un opt-out. Ok, bon, tu veux solidifier ta cote. T'as pas envie d'avoir une blessure qui met fin à ta carrière alors que t'es projeté top 15, tu te protèges, t'as raison. J'aurais fait pareil à ta place, t'es pas payé. Il y a d'autres joueurs qui ont eu des vraies raisons intimes comme Kenneth Gainwell où ça s'explique. Peut-être que lui, il y a des raisons qu'on connaît pas. Il a peut-être des très bonnes raisons d'avoir pris et dans ce cas, ça expliquerait ce choix. Mais si c'était un choix stratégique, à mon avis, c'est vraiment une mauvaise décision. Jean-Mi ? Ouais, vous avez tout dit. Je veux dire, toi, Grégory, effectivement, c'est quelqu'un qui est très athlétique, qui sait courir, qui a même un bon placement de balles, notamment sur les balles profondes. Mais tu as parlé aussi du système de Wake Forest, qui est quand même très limité. Et puis alors, ce opt-out, c'est vraiment le renoncement qu'on n'a pas compris, parce que justement, c'était là pour lui l'occasion d'aller à Georgia, d'être dans un autre système, d'être vraiment pour jouer le titre, avec de la pression, avec vraiment une autre exposition. Il a vraiment raté cette occasion-là. Donc du coup, c'est clairement une énigme, ouais. Ouais, donc à surveiller, mais ouais, ça va peut-être éventuellement... Son profil va peut-être lui permettre de se sauver un petit peu, voilà, d'avoir un rôle peut-être
assez intéressant. Pourquoi pas sur des positions goal line ou ce genre de choses pour essayer de surprendre un petit peu l'adversaire dans un premier temps. Mais ouais, pour l'instant, ça reste encore difficile à évaluer au premier abord. On termine avec les pépites, messieurs. On va, pour certains, revenir sur des joueurs qu'on avait déjà évoqués dans le podcast hebdomadaire. Mais on va commencer justement par un joueur dont on avait précédemment parlé, toi-même, justement, Jean-Michel. Et un joueur sur lequel je te soutiens, c'était ma pépite également, Shane Buechele, quarterback donc de SMU, ancien quarterback de Texas, à la lutte avec Sam Ehlinger, 1m86 pour 94 kg, 3095 yards, 23 touchdowns et 6 interceptions en 2020 avec les Mustangs. C'est un joueur qui a su se renouveler, entre guillemets, en tout cas se développer un peu plus dans un style explosif avec Southern Methodist. C'est ça, explosif comme tu dis, et puis improvisation, tu vois, alors c'est pas Zach Wilson, mais c'est quelqu'un qui arrive vraiment comme ça à étendre les jeux, à improviser, à faire des lancers que tu n'attends pas. En plus, même s'il n'a pas un grand gabarit, il a vraiment un bras très puissant pour les balles profondes, il est très bon, il a beaucoup de qualité. Après, il est très très inconstant, c'est ça le souci avec lui, il est vraiment très inconstant, il manque de fiabilité. Quelque part, moi quand je le voyais jouer, il me faisait penser un petit peu à Gardner Minshew, mais moins fiable. C'est-à-dire que Minshew est quand même beaucoup plus fiable. Et c'est ça le problème de Shane Buechele. C'est, voilà, il peut improviser, lancer des bonnes balles, mais ouais, c'est irrégulier. Ah, c'est le souci de toute façon, c'est système offensif. Moi Oui. je le dis encore une fois, je me cherche pas d'excuses très concrètement. Pardon, c'est aussi ce qui faisait par exemple que j'étais sceptique pour Mahomes à la sortie de NCAA. C'est que ouais, c'est hyper spectaculaire à voir au college football. Mais c'est vrai que ça te pose des questions sur la manière dont les joueurs peuvent s'adapter une fois que c'est un peu plus posé. Et là, encore une fois, même si c'est pas comparable avec l'exemple que je viens de prendre, mais c'est vrai que Buechele avec SMU, voilà, c'était en effet hyper spectaculaire. Et SMU sous la coupe de Buechele a vraiment été un acteur principal. SMU d'ailleurs, on le rappelle, joue un joueur français, Junior Ao, defensive end des Mustangs. Donc très franchement, ça a été bénéfique malgré tout pour cette attaque. Tu l'as pas dit, mais il me semble avoir aperçu aussi qu'il y avait quand même un taux de drop de la part de ses receveurs qui était assez conséquent. 11,2, c'est énorme. Voilà. C'est énorme. Et il a aussi composé avec pas mal de blessures. James Prochet, par exemple, qui a été drafté par les Ravens l'année dernière, ça a été saison blanche prématurément. Pareil pour Reggie Robertson, qui était un top receiver cette année. Donc voilà, c'est un joueur qui n'a pas non plus composé avec une énorme chance, qui a perdu son running back cette année aussi, et qui malgré tout a réussi à rester compétitif. Mais voilà, c'est vrai que c'est peut-être plus au niveau du mental ou de la capacité à se remettre en question, en effet, où là, il va falloir surveiller. On est presque sur du mi-pépite, mi-énigme, si je peux reprendre l'expression. Mais en tout cas, il y a un gros potentiel. Tu nous rappelles ta projection pour Shane Buechele ? 6e tour aussi, c'est vers là. Très bien. Victor, tu as un avis sur Buechele ? Vous m'avez piqué tous mes arguments là, j'ai plus rien à dire. Le taux de drop, les blessures, les schémas air raid et la transposition NFL, vous m'avez tout pris là. Passons à ma pépite. Très bien. Ta pépite qui vient de Californie en l'occurrence, Davis Mills, quarterback de Stanford, 1m95 pour 100 kg. Ses stats à la tête du Cardinal, c'est 1508 yards, 7 touchdowns et 3 interceptions. C'est pas des stats folles. On le rappelle que la Pac-12 cette année a été plus qu'impactée, avec un nombre de matchs extrêmement réduit. Malgré tout, Davis Mills force tranquille, on dira, au sein de cette attaque de Stanford, arrivé un petit peu sur le tard. Qu'est-ce que tu lui vois comme potentiel ? Est-ce qu'on a affaire à un Kevin Hogan bis ? Question provoque pour commencer. Ah ouais, non mais alors si t'orientes tes questions aussi, là c'est pas gentil pour moi. Pardon. Mais non, c'est vrai que là on est sur du pari et quand je dis sleeper, c'est sleeper pour devenir un bon backup. C'est alors là vraiment. Oui, bah on n'annonce pas. Là on n'annonce pas des titulaires en puissance. C'est un joueur qui a eu en effet très peu l'occasion de s'exprimer puisqu'il joue 8 matchs en 2019, il joue 5 matchs en 2020. Donc c'est quand même un échantillon. Même Trey Lance a joué plus de matchs, c'est dire. C'est vous dire si l'échantillon est réduit. Mais moi j'aime bien, c'est le genre de joueur qui a pas peur. Il a pas peur, il a la puissance, il a la précision, il a le QI football. Il a un peu le même problème que Trask, c'est que c'est un peu une statue quand même. Ça, il faut pas lui demander de bouger parce que sinon ça sera compliqué. Et il va falloir qu'il fasse gaffe avec la protection du ballon. Parce que c'est très sa production en termes de fumble, c'est à mon avis il s'est entraîné avec Carson Wentz, mais c'est préoccupant. Mais enfin en tout cas, je pense que c'est vraiment le genre de,
il a les fondamentaux. Il a la puissance, il a la précision, mais il va falloir le développer. Alors vraiment, ces joueurs, tu le prends aujourd'hui au 7e tour en undrafted, et il deviendra peut-être un bon backup dans 3 ans. Hein. Lui, il peut passer 1 an ou 2 ans en practice squad, que ça me choque pas. Hein. Mais je pense qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose à y trouver chez lui. Et il y a ce côté tête brûlée, qui n'a pas peur, j'aime bien ça. Très bien. Jean-Mi, t'as un avis sur Davis Mills ? Ouais, le même à peu près. C'est-à-dire que c'est son plus gros atout pour moi, c'est que c'est un lanceur de pile à poche. C'est vraiment un joueur de la poche. Et ça, c'est bien pour la NFL. Et il reste dans sa poche, il lit les tracés des receveurs, il est plutôt précis. Après, voilà, les soucis, c'est qu'il fait quand même pas mal d'erreurs. Et puis alors, comme tu disais, niveau mobilité, c'est une catastrophe. Et puis ce manque de régularité, en fait, si tu veux, moi, il m'a fait penser à quelqu'un, vous allez tout de suite comprendre, quoi. Il me fait penser à Blake Bortles. Ah bah, il va aller en finale de grand conférence. Gabarit. Ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire ce genre de gars, voilà, qui a un bon bras, qui reste dans la poche, qui sait être précis, mais qui, sur le jeu d'après, te fait une connerie, mais énorme. Enfin, voilà. Donc, il y a du matos, effectivement. Tu peux le faire travailler, on sait jamais, et ça peut se développer. Mais bon, après, comme tu dis, c'est un sleeper, à voir. Très bien. Je me rappelle plus, ta projection, c'était quoi, Victor, pour 7e tour ou undrafted. Et 11% de taux de drop lui aussi. Il fait partie de cette... Ils sont 3 ou 4 en université, mais on vient d'en donner 2 qui n'ont pas été aidés par leurs receveurs. Bah après, l'attaque de Stanford, ça vendait un peu moins de rêve que l'attaque des SMU en l'occurrence. C'était encore plus inquiétant. Comme tu l'as dit, j'ai du mal à juger les joueurs de Pac-12 cette saison, parce que c'est cette saison en 5 matchs un peu bizarre où l'équipe qui a remporté la Pac-12 n'a remporté ni sa division... Enfin bon, on est dans une année assez particulière. Donc. C'est sûr. Mais tu vois, Davis Mills, c'était vraiment une très grosse recrue. Lui, quand il est arrivé, on s'attendait vraiment à ce qu'il flambe, à ce qu'il réussisse. En plus de ce que tu as décrit, tu vois, il a vraiment du potentiel pour être vraiment ce lanceur depuis la poche. Et puis non, quoi. Même s'il a pas beaucoup joué, ok, mais sur ce qu'on a vu, ça a pas cliqué, quoi. Hein. C'est sûr. Bah, en tout cas, on suivra ça au cours des prochaines semaines. Encore une fois, ça reste un poste hyper sexy, hyper glamour sur lequel on n'a pas fini de s'intéresser, ce poste de quarterback. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir été en ma compagnie pour parler de ces joueurs. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Victor et Jean-Michel notamment sur Twitter avec sur les comptes @VictorRoulier et @Zappa13009. Si je me rappelle bien. C'est ça, c'est ça. le Radio Ça pour me suivre également. Restez bien connectés donc sur les antennes de Touchdown Actu avec notamment la preview Running Back qui arrive dans quelques jours. Avec peut-être des voix connues que vous retrouverez. En tout cas, merci encore messieurs et on se retrouve très vite donc pour continuer d'analyser ensemble cette draft 2021. Merci Salut à beaucoup. tous. Ciao. Ciao à tous. Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclass Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on file.